L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Messieurs, bonjour. Bonjour Antoine. On va parler de véhicules électriques de façon positive aujourd'hui, Absolument. puisqu'on va recevoir le PDG de Lithium Technologies, évidemment une entreprise québécoise qui se spécialise dans le recyclage des batteries de véhicules électriques. Ça fait du bien de pouvoir parler de ça parce qu'on se demandait bien ce qui se passait, mais là, je pense qu'on va avoir un entretien intéressant. Mais tout d'abord, il faut parler d'une nouvelle qui est peut-être un peu moins rafraîchissante ou un peu moins rassurante, là, je devrais dire. C'est cette pénurie de techniciens, de mécaniciens de véhicules électriques qui sévit, là. Ben oui, le métier de mécanicien change avec les véhicules électriques. Évidemment, on va en parler tantôt en technique, que ce soit les batteries ou juste tout le métier en soi. Mais on relève qu'il y a de moins... Les concessionnaires s'arrachent, si on veut, les mécaniciens pour travailler sur les nouveaux véhicules. Ouais. Ça donne une pénurie de mécaniciens dans les ateliers indépendants. Et puis, les centres de formation débordent, mais on n'a pas beaucoup de formateurs à l'heure actuelle. Donc, c'est un métier... C'est pas juste ça qui est le problème en ce moment. Il y a également les composantes, l'outillage, les constructeurs s'accaparent plus de procédés, plus de l'apport de réparation, l'accès à l'information. On essaye d'introduire toutes sortes de projets de loi comme le Right to Repair, toutes sortes de trucs comme ça où est-ce que les garages indépendants souffrent un peu parce qu'on n'a pas d'accès à l'information. Mais là, c'est de plus en plus répandu et avec la main-d'œuvre, là, c'est criant. Donc, quelqu'un qui se cherche un emploi en tant que technicien mécanicien automobile en ce moment, il y a de la demande. Bien évidemment, il y a des entreprises comme Atelier Branché qui forment des techniciens pour l'entretien et la réparation de véhicules électriques. Vous n'avez pas idée de la quantité de gens qui passent par là. Il y a tellement à faire, il y a tellement à savoir parce que non seulement il y a une espèce de cours de base de sécurité qu'on doit prendre pour travailler sur des véhicules comme ça, avec l'outillage qui vient avec. Mais les véhicules évoluent à vitesse grand V, si bien que tu n'as pas le choix de faire de la formation quasi continue pour pouvoir rester à la page. Puis il y a des gens qui s'intéressent, il y a d'autres gens qui sont très réfractaires à ça. Puis malheureusement, ce qu'on constate dans le monde des garages indépendants, chez nous au Québec, c'est un vieillissement des propriétaires de ces garages-là, qui vont très souvent décider d'étirer ça encore quelques années sans investir dans justement du développement puis de la formation parce qu'ils se disent « Ah, il me reste quelques années, puis après ça, je prends ma retraite, fait que ça sera au prochain de le faire. » Mais ça se passe pas exactement comme ça. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'ateliers mécaniques qui ne touchent pas à de plus en plus de véhicules. Hey, on avait vu ça en carrosserie avec l'aluminium. Ceux qui ont dit non à l'aluminium il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, ils mangent leur bol. Oui, en effet. Alors, tu sais, dans les ateliers de mécanique, mais c'est un peu la même chose. Ceux qui avaient décidé qu'ils ne toucheraient pas à des transmissions CVT ou à des dual clutch, mais aujourd'hui, mauvaise nouvelle pour eux autres, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis, dans le monde des électriques, des hybrides, c'est la même chose. Ça prend de la formation, ça prend de l'outillage. Alors, et l'information. Puis, je pense que c'est un peu méconnu, mais il y a de l'argent à faire dans ce milieu-là. C'est pas vrai que parce que tu commences dans un atelier mécanique en changeant des pneus et en faisant des vidanges d'huile à 19-20$ de l'heure, tu vas rester là. Un technicien qui est spécialisé, qui est chevronné, qui a ses cartes puis qui sait ce qu'il fait, ça vaut des sous pour un concessionnaire ou pour un garagiste qui a besoin d'avoir des gens comme ça. Alors, pensez pas que c'est une carrière qui peut être... c'est pas une carrière de crève-faim, là. Il y a de l'argent à faire là, c'est certain. Bon, un autre souci qu'on constate en ce moment, on a entendu parler de ces semi-conducteurs depuis plusieurs années. Là. On en a manqué pendant un certain temps. Mais là, il y a une partie de bras de fer qui se joue entre les États-Unis et la Chine. Ben oui, on se rappelle durant la COVID-19, il y a eu cette pénurie parce que tout le monde commandait toutes sortes d'accessoires, d'équipements qui sont équipés de semi-conducteurs, les fameuses puces. L'automobile est composée de plus en plus de ces semi-conducteurs-là avec pour les effets graphiques, l'intelligence artificielle, les systèmes d'infodivertissement, etc. Donc, il y a eu cette pénurie-là, puis on en a payé les frais pendant la COVID. Le semi-conducteur traverse
énormément le globe pour arriver à sa destination finale. Hein. Les matières premières, c'est 95% en Asie, en Chine plus précisément. L'assemblage se fait aux États-Unis. Le design en tant que tel pour les besoins se fait en Europe. Donc, on va voyager de plus en plus pour mettre fin, le produit final, dans un véhicule ou dans un ordinateur ou quelque chose comme ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive en ce moment avec les gouvernements? C'est qu'on met des tarifs, on impose des tarifs sur les véhicules chinois, on impose des tarifs sur des biens de consommation. Mais là, la Chine et les États-Unis, la Chine qui est productrice de matières premières et les États-Unis qui est le producteur de semi-conducteurs, il y en a d'autres, mais les États-Unis sont un grand producteur de semi-conducteurs, se battent un peu avec leurs tarifs. Et bien là, on veut empêcher un pays d'avoir des matières premières pour faire des semi-conducteurs, pour avoir l'avance sur des véhicules ou des technologies militaires. Et puis, bien, on veut empêcher l'autre pays d'avoir le semi-conducteur fini pour les mêmes raisons. Donc, je pense que l'industrie automobile va en payer les frais parce que s'il y a des tarifs plus élevés, et une plus grosse proportion de semi-conducteurs dans chaque véhicule, bien, les véhicules vont coûter plus cher. Il y a des véhicules qui en ont des dizaines et des dizaines aujourd'hui. Tu te rappelles-tu quand on se faisait livrer des véhicules neufs sans le freinage automatique, sans les sièges chauffants, sans... Je ne vais pas dire une bêtise, mais je pense qu'il y a dans certains véhicules plus de 40 microcontrôleurs. Ben, j'ai cru comprendre qu'un RAM... avec la technologie eTorque, et là, on parle d'il y a 2-3 ans, c'est plus de 80 semi-conducteurs dans un camion RAM. Non, mais quand tu dis semi-conducteur, moi, je te parle vraiment de le microcontrôleur, la puce, la puce la plus importante, parce que tout le reste derrière, mais c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Oui, absolument. Alors, on a nommé quelqu'un chez RAM à la tête de l'entreprise qu'on connaît déjà. Ben oui, Tim Kuniskis, qui est un 32 ans de carrière dans le groupe, là, chez Chrysler. Dodge a fait la chaise musicale un peu dans le groupe. On parle encore de Stellantis cette semaine. Ben oui, c'est le segment Stellantis. On va en parler en fin d'émission aussi. Mais là, c'était Tim Kuniskis qui avait donné sa démission en juin. Il se retirait du groupe avec le moteur MI, puis c'était lui qui avait poussé chez Dodge et chez Chrysler la grosse motorisation, quelque chose qui a été vraiment profitable là, pour l'entreprise dans les dernières années. Oh, qu'il l'est encore. Oui, jusqu'à... Et puis, ben, maintenant, avec ces moteurs-là qui tiraient de leur révérence, ben, Tim Kuniskis a décidé, après sa carrière, de s'en aller. Et ben, avec tous les déboires du constructeur et tout ce qui se passe en ce moment, on est allé le rechercher et on l'a mis à la tête de RAM pour être capable de remettre un peu remousser. C'est pas forcément une mauvaise idée. Hein? C'est une bonne nouvelle, je pense. C'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il pourrait faire en sorte qu'on finisse peut-être par voir un Dakota revenir ou quelque chose d'équivalent à ça. RAM qui a vraiment besoin d'un coup de pouce. On a vendu même pas 50% du nombre de camions RAM au Canada versus le nombre de série F. Alors, on est en net recul par rapport aux années précédentes. Ça va pas bien chez RAM. La transition, en fait, de RAM avec l'abandon du classique, ça fait énormément mal. On continue à vendre des camions HD, à vendre un peu de fourgons. Là, on garde nos parts de marché, mais dans le camion de la série 1500, ça va pas très, très bien. Non. Puis Tim Kuniskis connaît très bien le marché nord-américain. Puis c'est lui qu'il fallait garder là, qu'il fallait absolument mettre là. C'est une bonne affaire. On a aussi dévoilé rapidement cette semaine les images du futur Hyundai Palisade. Oui. C'est fou comment on change de modèle rapidement chez les Coréens par rapport aux Nord-Américains. Tu sais, on a l'impression que l'Explorer est là depuis Mathusalem, que oui, on peaufine les lignes, mais ça reste toujours le même véhicule. Alors que là, les changements sont drastiques, sont rapides, on évolue à pas de géant par rapport aux autres constructeurs. Oui, on n'a pas grand-chose à dire sur le nouveau Palisade. On a vu des photos, là, je pense qu'on peut les afficher à l'écran. C'est un look plus audacieux, un grand bouclier avant. On s'inspire de... C'est une ligne de design qu'on apprécie, je pense, subjectivement là, chez Hyundai. On appelle ça un VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges. Vous connaissez mon amour pour les VUS en général, et je dois avouer que celui-là, j'ai fait « Oh, wow ». Ouais, c'est quand même... C'est assez rare. T'as plus aimé ça que la Jaguar type 00? Je m'attendais pas à ça. Pas. Au retour, on parle avec Benoît Couture. Le guide de l'auto. Cette semaine, on a la chance de recevoir le PDG de Lithium Technologies, Benoît Couture, qui est avec nous. Bonjour, Benoît.
Bonjour. Merci d'être là d'abord parce que, évidemment, on parle souvent de véhicules électriques. Il y a des gens qui entendent toutes sortes de choses au guide de l'auto. On va souvent dire des choses qui sont à contresens de ce que l'industrie souhaite qu'on dise. Mais il y a un côté qui est méconnu du grand public, puis c'est celui du recyclage des véhicules électriques et qui plus est des batteries de véhicules électriques, ce qui est votre spécialité. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu entrer en contact avec vous puis aller chercher des réponses, c'est que j'ai pu apercevoir, malheureusement, dans plusieurs centres de recyclage, des piles de batteries de véhicules électriques avec lesquelles on ne sait pas quoi faire. Évidemment, c'est des batteries qui ne sont aucunement recyclées, dont l'impact environnemental dans leur état actuel est épouvantable. Et on se demande bien ce qu'on fait dans l'industrie avec toutes ces batteries de véhicules accidentés, celles qu'on remplace, celles qui ont été défectueuses, où ça s'en va. Et ça, c'est justement votre champ d'expertise. Alors, bien sûr que ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites chez Lithium Technologies? OK. Bien alors, chez Lithium Technologies, notre métier, c'est justement, comme tu le disais, Antoine, c'est de recycler les batteries. Soit les batteries en fin de vie. Donc, celles qui ont fait leurs bons et loyaux services puis qui ont fait leur travail, mais là, ils ne peuvent plus le faire, sont rendus en fin de vie. Les batteries qui sont retirées sous garantie parce qu'elles ne fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Elles aussi, on les accueille chez nous, les batteries de véhicules accidentés et aussi les batteries en cours de fabrication. À toutes les étapes de fabrication des batteries, il y a un certain pourcentage qui ne rencontre pas les spécifications pour pouvoir aller tenir leur rôle dans la batterie. Ah, OK. Ces matériaux-là, ces produits-là, nous, on les prend, puis on les recycle, puis notre métier de base, c'est de redonner les ingrédients de base pour refaire des nouvelles batteries qui sont aussi bonnes. Alors, les produits qu'on produit à terme, au bout de nos 2 étapes de procédé que je prendrai le temps de décrire, ben, sont aussi bons que des matériaux vierges. Fait qu'une batterie qui vient des matériaux de lithium n'est pas moins bonne, n'est pas moins performante, est identique à celle qui est faite avec des matériaux vierges. Donc, si je résume, vous allez, par exemple, recycler une batterie de Nissan Leaf 2012. La voiture est en fin de vie. Cette batterie-là, il reste peut-être 55-60 de ses capacités. Elle n'est plus bonne, la voiture non plus. Vous prenez la batterie, vous la recyclez dans les règles de l'art. Vous pouvez aussi recycler une batterie de Chevrolet Bolt sur laquelle il y a eu un rappel ou un défaut de fabrication. Alors là, la batterie est presque neuve, mais défectueuse. Vous la recyclez aussi. Et il y a des constructeurs automobiles qui vont vous envoyer directement des matériaux qui n'ont jamais finalement servi, mais qui ne sont pas conformes. Exact. Alors ça, c'est un élément qu'on ne connaissait pas là, dans l'industrie. C'est ça, parce que dans la chaîne de valeur, pour créer ces batteries-là, on va faire plusieurs étapes dans différentes usines. Puis chacune des usines doit atteindre des spécifications extrêmement contraignantes pour que les matériaux qui vont servir à faire les batteries, puis ensuite les cellules, ensuite les modules, puis ensuite les battery packs à la fin. Il faut qu'ils rencontrent des spécifications très, très exigeantes pour pouvoir rentrer dans une auto. Alors, aussitôt qu'ils ne les rencontrent pas, ils sont déclassés, nous, on les prend, on les recycle, puis on redonne des ingrédients pour pouvoir en faire de nouvelles. Fait qu'on aide tous les maillons de la chaîne à avoir une bien meilleure performance environnementale, mais aussi sur leur coût. Parce que payer pour disposer des scraps de production ou bien réussir à avoir un peu de valeur pour pouvoir voir ces matériaux stratégiques-là revenir à l'entrée de la chaîne, ça a un impact hyper important. Alors, c'est ça notre métier. C'est ça qu'on fait. Chez Hyundai, on a reçu un communiqué tout récemment d'un type qu'on connaît bien, qui s'appelle Frédéric Mercier, avec qui on a déjà légèrement travaillé. On le salue d'ailleurs. Alors, Frédéric, qui est aujourd'hui responsable des relations publiques pour Hyundai Canada, avait fait parvenir un communiqué en collaboration avec vous, à l'effet que vous aviez une entente, un partenariat pour le recyclage des batteries de véhicules Hyundai, mais à l'échelle nationale. Donc, ça ne se limite pas qu'au Québec. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce partenariat-là, justement? Oui, ça, c'est une excellente nouvelle et pour
Hyundai et pour lithium. Depuis 2021, au tout début de l'entreprise, on a commencé à collaborer avec Hyundai. Hyundai, c'est quand même un Il y avait un projet pilote à cette époque-là qui a porté fruit. Là. Puis pour nous, c'était un beau partenaire potentiel parce qu'il y avait vraiment un alignement clair de prendre une place importante dans l'électrification des transports. Okay. Alors, on a commencé à collaborer avec eux, puis on a développé notre savoir-faire en utilisant leurs batteries. On a testé leurs batteries, on a testé leurs produits. Et puis, on leur a aussi en même temps démontré à quel point notre technologie était performante puis pouvait vraiment les aider. Alors, tout récemment, on a signé une entente où on recycle les batteries qui viennent dans les mains de 250 concessionnaires à travers le Canada. OK. Alors, l'ensemble des concessionnaires sont maintenant reliés sur notre site web à notre portail. Et puis, ils vont nous dire, j'ai besoin que vous veniez chercher une batterie. Alors, nous, notre travail à partir de ce moment-là, c'est en dedans de 48 heures, on répond. On prend un engagement d'aller chercher la batterie en dedans de 5 jours ouvrables. On va chercher la batterie, on s'occupe du transport, des permis de transport, on l'amène chez nous, puis on s'assure qu'elle est recyclée de façon responsable, sécuritaire, et puis qu'on va tirer le maximum de valeur de cette batterie-là. Alors, on le fait pour les concessionnaires Hyundai, les concessionnaires Genesis à travers le Canada au complet. OK. Bon, je comprends que vous avez d'autres partenaires également avec qui vous travaillez, d'autres constructeurs automobiles. Je sais que vous ne pouvez pas confirmer d'autres partenariats, même si on a bien l'impression qu'il y a beaucoup de batteries de Chevrolet Bolt qui sont retrouvées chez vous. Mais qu'est-ce que ça représente comme part de marché de votre entreprise, les partenariats avec les constructeurs automobiles? OK. Alors, les partenariats avec les constructeurs automobiles, c'est très important. Mais quand on regarde l'ensemble du volume de batteries à recycler, actuellement, c'est principalement les scraps de production que je vous parlais tantôt, les rejets dans la chaîne de production. Il y a à peu près 70 du volume actuellement. Mais ça vient d'entreprises canadiennes qui sont impliquées dans cette chaîne de production-là, pas des constructeurs nécessairement. Ça vient de sous-contractants de batteries qui sont dans l'industrie canadienne de ces composantes-là. Tout à fait. Pensez aux Gigafactories, les entreprises qui fabriquent des batteries. Alors, c'est un terme spécifique à un constructeur, ça. Si, par exemple, je ne viens pas de le nommer, je comprends. J'aime beaucoup la référence. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, les entreprises qui fabriquent des batteries, on commence à voir des opérations au Canada. Alors, ces entreprises-là sont des clients importants pour nous. Et puis, les rappels, comme vous avez parlé avec la Bolt, c'est aussi un autre beau volume. Oui. Alors, mais pensons réellement, là, actuellement, 70 du volume, c'est des rejets de production. Parce que le gros du volume, on est en train de le mettre en marché. Ben oui, parce qu'il n'y a pas nécessairement autant de véhicules électriques qui ont besoin, que les batteries sont en fin de vie. Puis, puis l'autre bonne nouvelle. C'est une autre excellente nouvelle que les batteries ne sont pas mortes encore. Là, donc, vous n'avez pas ce volume-là nécessairement. Mais ça va venir à un moment donné, inévitablement, la physique et la chimie des choses va faire. C'est ça. On le vit tout avec le cellulaire. Hein. À un moment donné, ton cellulaire, il chauffe. Là, tu le sens, ta batterie est en train de lâcher. C'est ça qui se passe. C'est une batterie lithium-ion. Puis on recycle aussi des batteries de cellulaires, des batteries de laptop, des batteries l'ensemble des batteries rechargeables lithium-ion. Mais tu sais, tu ne bâtis pas une usine de la grosseur de notre usine pour une coupe de grammes de batterie. C'est ça. Le volume intéressant, ça reste le volume des véhicules. Excuse-moi. Mais je suis curieux parce que vous recyclez des batteries qui proviennent de rappels de constructeurs. Puis j'ai pas le choix de poser la question. Est-ce que chez Lithium, vous avez constaté qu'il y a des batteries que vous aviez à recycler qui finalement étaient bonnes? OK. J'aimerais ça être capable de répondre avec précision, puis je le ferai. Je peux pas parce que quand un constructeur, de façon typique, là, quand il nous envoie une batterie puis qu'eux ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'elle continue à servir, on a le devoir de remettre un certificat de destruction de la batterie. Fait qu'on peut pas, on mettra pas un once d'énergie à essayer d'évaluer, y avait-tu raison, il n'y avait pas raison, tout ça. Tu sais, c'est du temps complètement perdu, inutile. Parce que de toute façon, le travail que vous avez à faire, Puis notre job, c'est de leur confirmer cette batterie-là,
tu l'as déclassée, elle ne se retrouvera pas dans un garage pour servir un panneau solaire, puis ils vont sacrer le feu dans le bungalow. Tu sais, c'est ça qu'on ne veut pas voir arriver. Hein? Ouais. Alors, ou finir dans une cour à scrap en train de couler là, C'est ou bien de moisir. Là, ouais. Puis quand j'entends qu'il y a des batteries dans les cours à scrap, ça me fait plaisir puis ça m'attriste en même temps. Ça me fait plaisir parce qu'il y a 7 ans, quand on a commencé à travailler, les gens étaient là. Ah, ouais, vas-tu vraiment avoir des batteries à recycler? Puis faites-vous la bonne affaire. Puis on avait de l'air un petit peu des bizarres. Mais aujourd'hui, je pense C'était audacieux, là, à cette époque-là. Ah oui. Puis il fallait convaincre pas mal de monde, là, tu sais. Oui, il va y avoir des batteries recyclées, il faut s'en occuper. Mais fait, de savoir qu'il y en a bel et bien dans les cours à scrap, ben, ça démontre qu'on ne se trompait pas en disant c'est un réel besoin, puis il faut se mettre au travail là, pour être prêt. Ouais. Là, on est capable de servir. Fait que le défi qu'on a, puis je vous remercie de faire votre part aujourd'hui, il faut communiquer. Ces gens-là, là, il faut qu'ils sachent qu'il y a une solution. Ils ont juste à venir sur notre site web, rentrer, puis en 48 heures, quelqu'un qui communique avec eux, puis en 5 jours, on va chercher les batteries. Là. Fait qu'ils ont ces batteries-là, ils n'ont pas à rester là. Et ça, peu importe c'est qui. Peu importe c'est qui. Et est-ce que quelqu'un, une entreprise ou un individu doit débourser pour le recyclage d'une batterie? Non. Il peut avoir à débourser. Fait qu'on va regarder, là, la batterie a une valeur. Ouais. OK? Pour vous, elle a une valeur, clairement. Oui, mais la recycler présente des coûts. Ça a des coûts, oui. Puis la valeur de la batterie est intimement liée à la valeur des métaux qu'il y a dedans. Alors, le cours du cuivre varie, le cours de l'aluminium varie, le cours du lithium varie. Alors, dépendant de ce qu'il y a dans la batterie, puis dépendant de la valeur en ce moment, bien, la valeur de la batterie va pouvoir payer l'ensemble des coûts pour le recyclage ou pas. Est-ce que vous utilisez des ressources comme d'autres matériaux pour recycler ou c'est vraiment un procédé chimique, physique ou de la main-d'œuvre plus que des ressources? OK. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Notre technologie, là, je vais prendre quelques secondes. Je pense que c'est intéressant pour la décrire. Il y a 2 sections principales. La première section, c'est l'usine de Saint-Bruno. C'est là où on fait le shredding. Ah, c'est bien bon. Le déchiquetage. Le déchiquetage, merci. Alors, on fait le déchiquetage des batteries. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on va prendre les batteries, les rebuts de production, et puis on les amène dans notre usine, on déchiquette, puis on va séparer tout ce qui a de la valeur et puis l'ensemble des copeaux qui aussi ont de la valeur, qui sont du cuivre, de l'aluminium, du plastique. Alors, on sépare la black mass, qu'on appelle. Vous allez entendre de plus en plus parler de la black mass. C'est l'espèce de poudre noire qui contient le lithium, cobalt, nickel, manganèse qu'il y a dans les batteries, le graphite. Et puis, on sépare la black mass de l'ensemble des copeaux. Première partie du procédé, ça, c'est une usine. C'est elle qui est installée à Saint-Bruno puis qui est au travail déjà. La black mass part puis elle s'en va dans une 2e section de procédé. Actuellement, nous, cette 2e section de procédé-là n'est pas encore en opération commerciale. C'est juste au niveau, mais juste, c'est déjà très bien, au niveau de démonstration. Okay. Mais la black mass, on la vend partout dans le monde. La black mass, elle va aller soit en Asie, soit ici en Ontario, à Sudbury. Ouais. Ils vont la prendre puis ils vont extraire les matériaux dedans. Nous, notre procédé nous permet d'aller extraire et purifier, puis on fait tout de suite des matériaux de grade batterie. C'est ça l'intérêt de la technologie lithium. C'est que dans une seule usine, on fait le même travail qui, en ce moment, requiert de passer par Sudbury, Nickelvert en Europe du Nord, puis ensuite dans une affinerie ailleurs pour pouvoir finir en sel de batterie. Alors, nous, dans une seule usine, une seule opération, on est capable d'extraire et purifier puis de faire du graphite de grade batterie, du lithium de grade batterie. On fait tous les ingrédients de base. Ça, c'est l'intérêt de notre technologie. Et si je ne m'abuse, vous êtes les seuls à faire ça au Canada, là? Oui. Au Canada, on est les seuls à le faire. Et puis, dans le nord-est, on est la seule entreprise capable de recevoir des batteries de véhicules électriques en ce moment. Fait qu'on dessert très bien le marché. Puis le marché confirme qu'on a eu raison de faire ce qu'on a décidé de faire. Bien, vous êtes bien centré parce qu'il y a une certaine concentration de véhicules électriques au Québec par rapport au reste de l'Amérique du Nord. C'était un choix stratégique de ça tombait que vous étiez québécois. Ouais, c'est ça, c'était une bonne idée. On pourrait dire qu'il y a 2 gros pôles, hein, parce qu'aux États-Unis, la Californie, la force du nombre. Oui.
Ouais. La Californie, c'est comme 50 des véhicules électriques des États-Unis, puis le Québec, c'est comme 50 des véhicules électriques du Canada. Fait qu'on pourrait regarder ces deux spots-là puis se dire, c'est probablement des beaux sites. Ouais. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas, ou pourquoi vous ne recyclez pas une batterie en la réanimant ou en la remettant en fonction? Parce qu'on se dit, ici, j'ai une batterie, par exemple, de Hyundai Kona électrique, il y a 1 ou 2 cellules qui sont défectueuses, on va scraper une batterie au complet plutôt que de remplacer 1 ou 2 cellules, puis lui redonner vie. Pourquoi vous ne faites pas ça? OK. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? Je pourrais pas dire s'il y a une demande. Il y a beaucoup de réflexion qui est faite par rapport à est-ce qu'on devrait essayer de les réparer. Puis, on voit évoluer le marché. Okay. Au tout début, c'est un défi de main-d'œuvre et de compétences de main-d'œuvre aussi. Alors, les batteries qui arrivaient en fin de vie étaient nécessairement remplacées. Le battery pack là, au complet, c'est comme le fond de l'auto au complet. Ouais. Puis là, maintenant, il y a vraiment une volonté chez les manufacturiers automobiles d'aller remplacer le module qui est défectueux plutôt que de remplacer. Mais pour ça, il faut qu'ils aient le temps de développer leurs ressources, puis leur capacité et leur connaissance pour aller reconnaître laquelle, puis avoir la capacité de le faire à un coût qui est en même pas raisonnable, trop avec raisonnable. des techniciens qui sont formés, etc., etc. Parce que aussi, j'imagine que ça commence avec comment que la batterie, elle est fabriquée. On fabriquait des batteries d'une telle manière en 2012. Il n'y avait pas tant de modules que ça. Là, maintenant, on prend peut-être plus de modules. Les cellules sont différentes, etc. Peut-être que c'est plus accessible, les nouveaux véhicules 2024-2025, que c'était en 2012, mettons. Ça dépend des choix de chacun des constructeurs, mais par exemple, GM est un investisseur chez nous. Et puis, on travaille avec eux, puis on travaille en design to recycle pour qu'ils comprennent... Design to recycle, c'est intéressant. Ouais. Dans leur choix de conception, quel sera l'impact sur la capacité de recycler la batterie, puis de pouvoir maintenir sa valeur le plus longtemps possible. L'autre chose, dès qu'on a commencé à travailler, on s'est dit, OK, la batterie, à ce moment-là, on pensait qu'elle aurait 5-6 ans. Puis finalement, ils ont comme 12-15 ans quand ils arrivent. Là, les batteries sont bonnes en tabarouette. Là. Mais on se disait, hey, ça serait le fun d'être capable de la shaper puis de la remettre dans l'auto. Mais en réalité, la batterie d'il y a 12-15 ans, il n'y a plus personne qui la veut. Parce que les batteries d'aujourd'hui... Ça évolue rapidement. Mais oui, c'est ça. Ils coûtent moins cher, elles sont beaucoup plus performantes. Une meilleure densité pour le poids. Oui. Fait que là, il n'y a personne qui veut revoir la batterie d'il y a 15 ans dans son auto neuve. Là, alors, vous devez avoir hâte de recycler des batteries de Hummer. Hein? Ça va être payant, ça, pour vous? On en a recyclé. Ah oui, déjà? Ouais, c'est des belles batteries. Ça a payé un voyage dans le sud, ça? La grosseur que ça a. On n'est pas encore là, non. On n'est pas encore là. Bon, évidemment, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles dans le contexte actuel, mais on est dans une ère où la filière batterie se porte plus ou moins bien au Québec. On sait ce qui est en train d'arriver avec Lion électrique. Évidemment, Taiga, c'est terminé. Vision Marine. Il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent et qui ont souffert ou qui ont dû remettre les livres. Puis Nordvolt, Dieu sait ce qui va arriver, mais bref, l'avenir s'annonce pas très rose. Comment est-ce que vous percevez cette situation-là actuellement qui se déroule chez nous au Québec? Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont sur le point de fabriquer des batteries ou des véhicules électriques sur le marché canadien. Volkswagen à Saint-Thomas va être un joueur important prochainement. C'est un marché qui est très, très, très délicat, fragile en ce moment. Là. Oui, mais... Tu sais, je le dis, je le répète souvent, innover, c'est difficile. Ouais. Et puis, la société au complet est en train d'innover. Fait qu'on modifie. D'après moi, c'est aussi demandant pour la société que quand on est passé du cheval au moteur à combustion interne. Je m'en souviens pas, mais OK. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder des films et lire des histoires. C'est ça. Mais quand même, c'était une innovation qui a tout changé et qui a nécessité beaucoup de choses. On est en train de faire la même chose. Et puis...
tous ces changements-là, c'est difficile. Puis c'est difficile d'avoir un appui soutenu dans le temps, alors qu'on en a besoin d'un appui soutenu dans le temps pour réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la filière batterie en ce moment? C'est que on avait des promesses fantastiques puis des rêves incroyables. Puis là, inaccessible ou irréaliste? Je ne sais pas s'il était inaccessible. C'est peut-être les délais promis qui étaient peut-être un peu audacieux. Puis tout le monde veut tout le temps que ça soit rapide, de suite. Tout va être parfait tout de suite. Alors, en réalité, ça prend un certain temps, ça prend une adaptation, puis il faut réussir à créer la chaîne d'approvisionnement, il faut réussir à la mettre en marche. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, il y a eu beaucoup de beaux et de bons investissements faits, et puis on va finir par y arriver, mais en ce moment, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour tout le monde. C'est inquiétant pour tous ceux qui suivent de proche et de loin. Puis il y a comme une petite phase où on se demande, coudonc, mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a de grosses entreprises qui vont en payer le prix, là. Oui, ça coûte quelque chose faire une évolution puis une révolution. Ça coûte de l'argent, de l'investissement. Puis des fois, ça coûte aussi des résultats court terme. Ben oui. Puis tu sais, tout ça est arrivé en même temps que la COVID. Puis là, le prix des autos à essence a augmenté beaucoup. Fait que là, quand ils ont vendu des autos à essence, ils font pas mal d'argent avec. Là, tu essaies de vendre un auto électrique, puis c'est plus difficile. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de forces alentour qui ont un impact sur la réalité. Puis ça, c'est court terme. Mais si on se recule, ben, on a-tu vraiment le choix de cheminer vers là? Moi, je pense que non. Il faut avancer vers là. Mais est-ce que, justement, ces coûts astronomiques-là, qu'on n'est pas capable d'assumer en ce moment, ben, peuvent être amenuisés par une technologie comme la vôtre qui va permettre, au final, de réduire le coût de fabrication d'une batterie? Parce que j'imagine que c'est un peu ça l'idée, là. C'est tout à fait ça. Ça, on appelle ça une belle passe sur le tape, hein? C'est ça. Le roi de la transition. mais en effet, comme je l'expliquais tantôt, chacune des étapes de fabrication, nous, on les aide à avoir un impact environnemental plus faible puis un coût plus faible. Puis l'objectif, à terme, c'est d'être capable de proposer une batterie la moins chère possible pour qu'on puisse proposer un véhicule électrique le moins cher possible. Puis en plus, on veut être capable de proposer au marché le véhicule carboneutre. Ça veut dire qu'il va avoir eu l'impact nul. J'ai de la misère à y croire, mais c'est un bel objectif. L'impact minimum sur l'environnement avant que j'en prenne possession. Nous, avec notre technologie, on donne des matériaux de batterie qui ont eu 75 % de moins de gaz à effet de serre émis pour faire la batterie. Qu'une entreprise qui en fabriquerait une neuve, là. Qui en fabrique une. Nous, ça va être une neuve à partir de ressources minières. Oui. OK, c'est ça que je veux dire. OK. C'est ça. À la place d'aller faire un gros trou dans le sol, ramasser de la roche, extraire le lithium, le transformer puis l'amener là, nous, on prend la batterie puis on le considère comme le minerai de la mine urbaine. Puis on extrait le lithium, on le purifie puis on le ramène. On n'a pas fait de trou dans le sol. On n'a pas eu un gros impact environnemental pour casser toute cette roche-là. Et puis, on amène le lithium à l'entrée de la fabrication avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement. C'est ça notre rôle dans la filière pour que la batterie soit la plus verte possible, puis que l'auto coûte le moins cher possible, puis que quand tu commences à la conduire, ton passif environnemental en amont soit le plus faible possible. La prochaine étape pour Lithium Technologies, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de faire croître la production de notre usine de Saint-Bruno, qui commence ses opérations maintenant. Et puis, la suivante, c'est de bâtir notre usine d'hydrométallurgie, celle qui va pouvoir prendre les éléments dans la black mass puis fabriquer les ingrédients de base pour faire des batteries. Que vous envoyez ailleurs pour le moment? Pour le moment, oui, c'est ça. Exactement. Je Alors, on va être capable de tout faire ça ici au Québec, puis on va avoir beaucoup de fierté de le faire ici, puis de servir l'électrification du transport en Amérique du Nord. Benoît Couture, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous visiter aujourd'hui en espérant que ça a rassuré certaines personnes sur le recyclage des batteries parce que faut qu'on soit honnête, on avait trop peu d'informations là-dessus. Oui. Et puis je pense que le fait qu'on ait une entreprise au Québec qui se soucie de cet élément-là et dont on ne parle jamais, c'est une sacrée bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci de l'intérêt que vous portez, puis merci de permettre de le communiquer. Plaisir. Okay. Merci. Merci. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, tu nous parles aujourd'hui d'un véhicule qui n'a pas été mis en production, un véhicule concept, mais qui a donné
suite à un véhicule de production presque 10 ans plus tard. C'est le concept GT90 de Ford. Oui, effectivement, la GT90 est l'un des concepts les plus marquants de la décennie. Ses lignes sculptées et son moteur dément en ont fait rêver plus d'un, et pas juste dans les salons de l'auto ou les pages de magazines, mais aussi dans bien des jeux vidéo. Bon, comment commence l'histoire de ce concept-là, qui est évidemment inspiré d'une voiture mythique des années 60? Voilà. Alors, nous sommes à l'été 94. John Coletti, directeur de SVT, la branche en charge de produire les Ford les plus énervés, assemble une petite équipe d'ingénieurs pour développer un concept de supercar pour le prochain salon de Détroit qui est dans 6 mois. Le but est de créer une digne descendante à la GT40, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Ben oui. L'échéance proche impose de puiser dans des banques d'organes existants. Comme son illustre aïeul, elle bénéficiera de nombreuses pièces d'origine anglaise. Dans le cas présent, c'est la Jaguar XJ220. Jaguar est alors propriété de Ford depuis 1989. Ouais. Donc la Jaguar XJ220 qui donne sa boîte de vitesse à 5 rapports, ses suspensions et son châssis monocoque en aluminium. Ah ouais, okay. Ce dernier est modifié et allongé, 26-40 mm d'empattement pour la Jaguar contre 29-46 pour la Ford. C'est le Canadien James Hope qui réalise le design du concept. Il s'agit du premier véhicule Ford à implémenter la nouvelle philosophie de design de la marque, le New Edge Design. New Edge Design, oui. Les arêtes sont nettes, les lignes élancées, mais de par les proportions, on arrive encore à voir en filigrane la GT40. D'autant que, comme pour cette dernière, l'ouverture des portes empiète sur le toit, en fait un dôme en verre laminé. À l'arrière, la proéminente sortie d'échappement est entourée de tuiles de céramique afin d'éviter que les panneaux de carrosserie en fibre de carbone ne prennent feu, tant les pots sont chauds. Bon, évidemment, il y a beaucoup de puissance sous le capot, là. Ouais, et c'est pour ça que justement, on doit éliminer cette chaleur. Parce que John Coletti veut un V12. Et pour ce faire, l'ingénieur moteur Bob Natkin réalise un dessin avec 2 V8 4,6 litres de la famille Modular, moteur apparu en 91 sur la Lincoln Town Car, où il coupe une rangée de cylindres à chacun, les soude et y greffe des culasses à 4 soupapes par cylindre. Le V12 conserve l'alésage des V8, mais grâce à un vilebrequin différent des moteurs de série, il a une course réduite, ce qui porte sa cylindrée à 6 litres. Coletti exige au moins 600 chevaux. On est en 94. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'importe, Natkin ajoute au V12 non pas 2, mais 4 turbos Garrett System T2. La puissance estimée monte alors à 720 chevaux et le couple à 660 livres-pieds. Le moteur final est fabriqué et assemblé chez Roush, spécialiste des Mustangs de performance, avec le bloc coulé en une seule pièce. Ce sera une Lincoln Town Car qui servira de mule pour les tests routiers de ce moteur. Imagine. Incroyable quand même. Hein? Bon, on a dévoilé cette voiture-là à Détroit en 1995. Que s'est-il passé? Eh bien, la GT90 a tout simplement volé la vedette aux autres nouveautés. En plus des lignes tranchées, du V12 et de l'intérieur bleu flash, parce que années 90, auquel on accède en appuyant sur un petit bouton jaune à côté de la porte, elle embarque une innovation intéressante. Un détecteur d'angle mort pour combler le problème de l'affreuse visibilité vers l'arrière. Détail amusant, la bande de roulement des pneus est gravée GT90. Bientôt, le monde s'enflamme. On parle d'une production limitée à 500 exemplaires qui aurait soit le V12, soit un V8 à compresseur de 500 chevaux. Et cette production pourrait démarrer en 96 afin de célébrer l'arrivée des 3 premières places aux 24 heures du Mans de 1966. On parle alors d'un prix de $150 000, d'autant que la voiture est roulante et que Ford l'a fait essayer à de nombreux journalistes, y compris à Jeremy Clarkson, pour l'émission Top Gear. Bon, les performances annoncées, c'est quoi? Le 0 à 60 000 à l'heure en 3,1 secondes, le 0 à 100 000 à l'heure en 6,2 secondes et une vitesse de pointe de 235 000 à l'heure, 378 km/h. Des chiffres qui peuvent encore aujourd'hui faire rêver. À l'époque, cette vitesse maximale aurait mis la GT90 sur la première place du podium des autos de série les plus rapides, devant la McLaren F1, plus légère, 1138 kg contre 1452 pour la GT90, mais moins puissante, 618 chevaux contre 720. Mais tout cela reste hautement théorique, car la voiture n'a jamais été testée à sa pleine capacité. Lors des essais de la presse, les soupapes de décharge des turbos sont soudées ouvertes. Comme ça, OK. Les turbos sont alors à la pression atmosphérique et la puissance n'est que
400 chevaux. Ouais. Durant l'essai de Top Gear, Fred Goodnow, chef du projet GT90, explique que l'auto aurait besoin de 2 à 3 ans de développement pour être compétitive. Alors la GT90 a-t-elle failli entrer en production et Ford se serait-elle ravisée au dernier moment? Il semblerait que non. Dans un communiqué de presse émis le 6 décembre 1994, soit un mois avant le dévoilement au Salon de l'Auto de Détroit, est inclus dans le dossier la citation qui dit « Bien qu'il n'y ait actuellement pas de plan pour construire une version de production de la GT90, l'auto a un but pratique en tant que banc d'essai pour des technologies, concepts d'ingénierie et de nouvelles fonctionnalités axées sur le conducteur qui pourraient éventuellement être utilisés dans des modèles Ford de série. » Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, la GT90 va continuer de faire rêver le monde, soit à travers différentes expositions, soit dans des apparitions dans des jeux vidéo comme Need for Speed 2, Gran Turismo 2, Projet Gotham Racing 3 ou Ford Racing. Plusieurs particuliers en fabriquant même des copies grandeur nature, plus ou moins bien réalisées. En 2009, Aaron Sotheby's, à l'époque RM Auctions, annonce que la GT90 sera mise à l'enchère lors de sa vente de Scottsdale en 2010. Finalement, l'auto est retirée de la vente à la dernière minute et elle est rachetée par Brent Adjek, qui a fait fortune dans le pétrole et qui va l'exposer au Adjek Motorsport Museum à Ames, dans l'Oklahoma. Le rêve est aujourd'hui encore bien vivant. Mais on a quand même fabriqué une Ford GT à la suite de ça, qui n'avait rien à voir avec cette voiture-là, mais on l'a fait revivre sous une autre forme par la suite. Je pense que tu as fait un lien intéressant ici en disant ça a continué à faire durer le rêve, ça a continué à faire rêver les enthousiastes de Ford, et je dirais même à l'intérieur de Ford, en disant voilà, on est encore capable de produire ce genre de choses-là, on est encore capable d'avoir de l'enthousiasme, parce que ce n'est pas des années nécessairement trop rigolote chez Ford à ce moment-là. Les voitures sport étaient sur leur déclin aussi. Toutes les catégories confondues. Sauf peut-être la Mustang. C'est ça. Évidemment que la Mustang, ça, c'était un incontournable pour Ford, alors que la GT, ça tenait du rêve. Les rudiments, les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto. Antoine, la couverture du guide de l'auto 2024, c'était un véhicule qu'on attendait depuis longtemps. Ouais. Un véhicule qui a été renouvelé, la Dodge Charger. On se rappelle, quand elle a été renouvelée la dernière fois, elle avait 2 portes de trop. Là, elle a les 2 portes qu'elle se posait avoir. Mais non seulement ça, on l'a mis sur une plateforme qui est polyvalente, à la base électrique, mais aussi qui peut accueillir des motorisations thermiques et hybrides. Mais toi, tu es allé essayer cette semaine la variante électrique Daytona. La version Daytona. Alors, le nom Daytona... Bon, d'abord, revenons au principe de base de la Charger qui initialement avait été dévoilée comme une voiture électrique et uniquement comme une voiture électrique. C'est bien après qu'on a également su qu'il y aurait des versions à moteur thermique. Et mon feeling, c'est que Dodge n'avait même pas l'intention d'en faire un véhicule à essence également au moment où on a commencé à travailler. C'est fort probable. C'est certain qu'on se dirigeait à fond dans l'électrique et qu'on a retravaillé une structure qu'on a adaptée pour qu'elle soit multifonctionnelle. Alors, la plateforme dont tu fais mention, c'est la plateforme STLA, que j'appelle personnellement Stella. Et cette plateforme-là va pouvoir accueillir toutes sortes de technologies. De l'hybride rechargeable, du 100% électrique, de l'essence traditionnelle aussi. Une chance que cette plateforme-là, justement, ça va tellement pas bien chez Stellantis, mais je pense que ça, c'est une des affaires qui va être les meilleures nouvelles. C'est une bénédiction, très bonne chose. Une lueur d'espoir chez Stellantis. Je pense que Stellantis a trouvé un truc pour faciliter la fabrication de véhicules et tout va partir de là. Alors, la plateforme STLA, elle va servir aussi au Wagoneer S. Je doute un peu plus du succès de ce véhicule-là en fonction de ce qu'on en fera, mais il y aura fort probablement des versions à essence qui vont découler de ça aussi. Attendez-vous aussi à ce que la prochaine génération de fourgonnettes Chrysler qui va remplacer l'actuel Pacifica, il y a des versions 100% électriques et des versions à essence traditionnelles qui vont reposer aussi sur la même plateforme. C'est du toute roue motrice, dans le cas de la Charger, dans les 2 cas. Et évidemment, là, on lance d'abord la version électrifiée, mais le modèle à essence, qui va être équipé du moteur 6 cylindres Hurricane, 420 ou 550 chevaux, ça va arriver à l'été. Et c'est assez simple à comprendre. Si vous optez pour une version 420 chevaux à essence, ça sera la berline. Si vous optez pour une version
550 chevaux high output, ça sera le coupé. Alors, il y aura le coupé, il y aura la berline. Il y a potentiellement une possibilité de décapotable aussi, parce que Matt McClear m'a montré sur son téléphone cellulaire un prototype d'une Charger décapotable développé par Drop Top Custom, avec qui on a un partenariat actuellement, et on pourrait vendre des Chargers décapotables fabriqués qui ne seront pas fabriqués à l'usine. C'est-à-dire qu'ils vont être modifiés par... Non, ça c'est sûr. Ça va être fabriqué par Drop Top Custom ailleurs, mais livré et garanti par Dodge, du moins aux États-Unis. On ne sait pas encore pour le Canada. Alors, il y a cette possibilité-là. C'est un non catégorique, malheureusement, pour une version familiale à la Dodge Magnum. Exactement la question que je voulais te poser. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et on travaille déjà sur des versions Police Pack de modèles à essence et de modèles électriques. Parce que c'est là qu'ils ont C'est écrit dans le ciel. C'est là qu'ils ont de l'argent à faire aussi. Hein. Alors, nous, ce qu'on est allé mettre à l'essai, évidemment, le 9 décembre 2024, c'est une version 2024 de la Charger Daytona. Et la raison pour laquelle on millésime la voiture comme un modèle 2024, bien que quelques dizaines d'unités seront vendues au Canada en 2024. C'est en 2024, en décembre 2024. C'est ça, on va livrer. Elles arrivent en ce moment chez les concessionnaires. Et j'ai parlé notamment aux gens de chez Duclos Chrysler qui ont 3 concessionnaires. Eux auront 9 Chargers d'ici la fin de l'année à livrer. Donc, tu sais, c'est vraiment embryonnaire comme volume. Mais on voulait avoir un millésime 2024. D'abord, pour faciliter, semble-t-il, une commercialisation selon certaines normes aux États-Unis. J'ai pas eu de détails à ce niveau-là. Mais aussi parce qu'on voulait pas laisser un trou. On a lancé la Charger en 2006. On a cessé sa production le 22 décembre 2023 et on ne voulait pas qu'il n'y ait pas de millésime 2024. On voulait que la Charger soit en flot continu. Donc, il y a des modèles 2024, mais essentiellement, si vous commencez à penser à en acheter une en ce moment, déjà, on sait que ça va être une 2025. Ouais. Pas d'augmentation de prix pour 2025 de prévu, évidemment sur les modèles électriques. Et avant de vous parler des différentes technologies, je pense que je me dois de vous dire le prix de ce véhicule-là parce que c'est un sacré deal. Alors, PDSF avant transport préparation, question que le véhicule soit admissible au plein crédit des 2 paliers de gouvernement. C'est 54 995 $. Et vous ajoutez des frais de transport préparation là-dessus. Mais évidemment, ça fait en sorte que le prix de revient de la voiture, en incluant les frais de transport, est autour de 47 000 avant taxes. Et là, on parle d'une Charger Daytona RT, la version RT, aussi drôle ça peut se paraître, c'est le modèle de base. On parle d'une voiture qui fait quand même 496 chevaux avec ce qu'on appelle le mode Power Shot, c'est-à-dire que vous allez avoir un bouton sur le volant qui vous donne 10 secondes, pendant 10 secondes, 40 chevaux supplémentaires. Sinon, c'est 456 chevaux. Très respectable. Moi, j'allais dire, c'est un peu juste quand même. Non, mais ce qui est drôle, c'est que tu actives... je veux mentionner l'anecdote là, parce que tu actives ce bouton-là, puis ça te donne 40 chevaux supplémentaires que tu ressens de façon relative, mais pas tant que ça. Mais le spectacle de lumière qu'on te donne au tableau de bord pour te confirmer qu'on t'a 40 chevaux de plus, ça te donne l'impression que tu en as 200. Les confettis. Non, ça là-dessus, Dodge, il faut leur donner, ils sont très forts. Ouais, c'est ça. Et puis évidemment, tu as un écran de 16 pouces en avant de toi, puis un écran de 12,3 pouces au centre dirigé vers le conducteur. Plus de l'éclairage d'ambiance, on a mis un paquet là-dessus. Donc, il y a beaucoup de flafla à l'intérieur de l'auto. Finition en dedans qui est ordinaire, là. C'est rien de... Tu sais, c'est à la Dodge, c'est mieux que l'ancienne Charger, mais on n'est pas dans la finition d'une Cadillac, là. On n'est pas là, là. La qualité des matériaux, même dans les modèles les plus huppés, c'est correct. C'est pas pour ça que vous allez acheter une Charger Daytona. Mais, alors, 456 chevaux, 4 roues motrices, un moteur électrique, évidemment, sur chaque essieu, avec une répartition des masses qui est quand même assez impressionnante. Tu as 496 km d'autonomie issue d'une batterie de 100,5 kWh. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que tu vas consommer 20 kWh par 100 km, ce qui, pour le format du véhicule, est très raisonnable. Et évidemment, la différence entre une Charger et une Audi A6, une Mercedes EQS, une Tesla Model 3,
Ben, c'est la forme du véhicule. Tu sais, toutes les voitures électriques ont à peu près la même forme et le même excellent coefficient aérodynamique de 0,21 ou 0,22. Alors, chez Dodge, on a créé une espèce de tunnel de passage entre la calandre et le capot qui fait en sorte que tu améliores l'appui au sol et l'aérodynamisme, mais d'en demeure pas moins que le CX, c'est pas si impressionnant, c'est 0,29. Alors, mais les acheteurs, un peu quand même, ils ne regarderont pas ça. C'est ça. Est-ce qu'elle a autant de gueule en vrai qu'elle en avait en photo? Elle est plus belle en vrai. Bon, moi, bah, je craque sur... Catching. Alors, tu sais, on a pensé à tout chez Dodge côté look. Les lumières arrière rappellent celles de la Charger de 69, pardon. Après ça, la partie avant, tu as l'impression d'avoir les hideaway headlights, la calandre qui est cachée, qui est dissimulée. Bon, évidemment, la ligne de fenestration latérale, ça rappelle la bagnole des frères Dukes, là. C'est ça l'idée, mais regarde. Et en dedans, ben, la petite touche que j'ai trouvé le fun, parce que je peux pas dire que l'habitacle m'impressionne au niveau visuel tant que ça. C'est vraiment les jeux de lumière, tout ça, qui font en sorte que, oui, t'as un spectacle devant toi, mais... On a reproduit un levier de vitesse à la pistol grip comme on avait à l'époque. Ça, c'est la petite affaire que je trouve très cool. D'autant plus que dans une auto électrique, tu n'as pas besoin de ça. Non. Tu sais, ça peut être un bouton puis c'est tout. Mais c'est justement l'art du spectacle à la Chrysler. Alors ça, on appelle à la nostalgie aussi des regarde ça je pense que dans le marché actuel, ça opère très, très bien. Ouais, ça a sa place. Tu citais des EQS et des choses comme ça qui sont des blobs à peu près informes. Mais tu mets ça à côté, tu fais... Sais-tu ce qui est fascinant? C'est que jamais on nous a parlé de performance de moteur électrique, de thermorégulation, de vitesse de charge. Ça les intéresse pas. C'est clair. On nous a dit au départ... On n'a pas développé cette auto-là comme si c'était une voiture électrique. Oubliez la voiture électrique que vous connaissez. On a développé une voiture pour passionnés. Et on a fait du circuit avec l'auto. Ben oui, c'est lourd, c'est sûr. C'est 2585 kilos. OK? Alors, c'est très pesant. Mais la voiture se conduit facilement. Les transferts de masse sont là, mais c'est rien de catastrophique. Je te dirais pas qu'on gère le poids comme on le fait avec une BMW i5. Là, Ça, quand même, je donnerais ça à BMW, mais tu n'as pas nécessairement l'impression d'avoir une électrique tant que ça entre les mains. Quand tu roules sur la route à vitesse de croisière, tu es dans un gros char américain, mais qui n'est pas un bateau malhabile. Il y a une maniabilité qui est intéressante, il y a une précision de direction que j'aime beaucoup. Les suspensions font un bon boulot, même dans la version RT, parce que si tu prends un modèle Scat Pack, tu as une suspension qui est pilotée, c'est-à-dire qui est adaptative, mais pas dans un modèle RT. Je trouve vraiment qu'on a réussi à faire en sorte que pour un conducteur qui ne se soucie pas que ce soit une voiture électrique ou non, tu oublies cet élément-là. Bon. Fait que on ne l'a pas développé comme une voiture électrique, on l'a développé, dit-on, comme un muscle car. Après ça, c'est quoi ta définition d'un muscle car? Je pense que on parlait de Tim Kuniskis tantôt, quand il a fait la présentation vidéo de ce véhicule-là. Puis il disait, on a développé le véhicule électrique que les gens pour les gens qui veulent pas de voiture électrique, qui sont comme obligés d'acheter un char électrique, on va vous offrir un produit qui est la voiture électrique qu'on a, pour le citer, qu'on n'avait pas le droit de faire ou qu'on ne voulait pas qu'on fasse, que le gouvernement ne voulait pas qu'on fasse, etc. Donc, c'est un peu, on agace un peu, puis on va contre les normes selon la présentation du véhicule. Puis c'est peut-être quelque chose dans la communication Dodge des dernières années. Mais si tu y penses 2 minutes, tu as 450 chevaux et plus, tu as 4 roues motrices, tu as 4 places assises très confortables avec beaucoup d'espace à l'arrière. La version à 4 portes qui va arriver au printemps, électrique aussi, ça sera exactement les mêmes dimensions. Donc, les mêmes proportions. Le coffre est gigantesque. C'est une voiture super pratique. Donc, ça peut... Écoute, c'est drôle, là, mais une Dodge Charger, tu as plus de volume cargo que dans un Dodge Hornet. C'est quand même comique. C'est quand même comique. Puis tout ça, ça te coûte 47 000 $, pas d'option. Habille-la comme tu voudras, là, quand même, qu'elle coûte 55 même 60 000 $. C'est moins cher qu'une Tesla Model 3. C'est moins... Tu veux dire, bien équipé, c'est moins cher qu'une Ioniq 5.
tu as 500 km d'autonomie, tu as 4 roues motrices. Ça Puis se là, peut-tu que ça devienne un no-brainer, ça? mais pour moi, c'est un no-brainer. Après ça, il y a la question de la fiabilité d'une technologie qui vient d'arriver sur le marché. Est-ce que tu vas être celui qui va la tester ou est-ce que c'est vraiment au point? Ça reste à en voir. même temps, regarde, il y a un point, Stellantis, c'est pas juste l'Amérique du Nord. Peugeot, Fiat, en Europe, font des véhicules électriques quand même depuis plusieurs années. C'est pas leur première batterie. Non. Donc, Mais je veux dire, il y a quand même un risque à courir de ce non, côté-là. mais regarde, il y a des chances qu'il y ait encore quelques petites vis à serrer. Ben ouais. Mais là où le bas blesse, c'est quand tu décides d'aller vers la version Scat Pack. Alors là, Scat Pack, c'est 670 chevaux avec le mode Power Shot, 630 sans le mode Power Shot. Tu as des voies qui sont plus larges, des pneus 325 30 ZR20 à l'arrière, 305 en avant, avec des sacrées bottines. Tu as des freins Brembo étriés 6 pistons à l'avant, 16,2 pouces de diamètre avant-arrière. Hein. Tu sais, je veux dire, Pour le freinage régénératif. on a une dynamique de conduite qui est vraiment, vraiment plus poussée. Puis, tu as énormément de puissance. 0,60 000 à l'heure, c'est 3,3 secondes. L'autre, c'est quand même 4,7. Là. Fait que, tu sais, Non, seulement. seulement. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais l'auto coûte 32 000 de plus. Ouais, bah oui, mais oui, voilà. Et il faut comprendre un truc. Aux États-Unis, une Charger Daytona RT de base coûte 59 595 US. Au Canada, 54 995 canadiens. Alors là, je lève la main, je fais « Oui, mais n'importe qui habite à Détroit va venir chercher son auto au Canada. » Ah oui, on n'avait pas pensé à ça. On va te revenir avec une réponse. Mais évidemment que la raison pour laquelle on l'a Penses-tu que tu vas en avoir une réponse? aussi... Non. Mais la raison pour laquelle on a mis un prix aussi bas, c'est pour que la voiture soit admissible au crédit. Ben oui. Bien sûr. Et regarde le tour de force. C'est que ta Charger électrique à 54 995 plus un groupe d'options à 32 000 qui est le Scat Pack, parce que c'est pas une version, c'est un groupe d'options, plus un autre 20 000 d'options que tu peux mettre sur la voiture, tu dépasses le seuil psychologique des 100 000. Et tu as toujours droit au crédit de 12 000. Ah ouais. Et là, évidemment, j'ai posé la question, mais là, attends un peu. Comme c'est une auto qui coûte plus de 100 000 tu as une taxe de luxe. Mais si tu enlèves le 12 000 de crédit, la taxe de luxe s'annule. Alors, qui charge quoi? Personne n'est capable de répondre. Pas même le concessionnaire. J'ai parlé aux gens de la SAC un peu plus tôt aujourd'hui, pas de réponse. Alors ça reste mystère et boule de gomme. Mais c'est la seule voiture électrique que tu peux t'acheter qui dépasse le prix des 100 000 en mettant toutes les options, qui peut recevoir un crédit de 12 000 On a vraiment fait un tour de force là-dessus. Et moi, j'ai juste hâte de Là, voir... les livraisons vont commencer l'an prochain. Ça commence là. OK, ça commence là. Okay. Bon, évidemment, le il va 12 000... peut-être un peu d'admissibilité pour le moment. Pour le 12 000 va devenir 9 000 au 1er janvier, mais ça reste, pour moi, là, 55 000 jusqu'à 70 000 cette auto-là demeure une sacrée aubaine. Et la version RT, c'est celle que je choisirais personnellement parce que tu comprends que, hormis les suspensions, les freins, les pneus, puis le niveau de finition un peu plus relevé que tu retrouves à bord, c'est beaucoup du software là, sur lequel on a travaillé. C'est ça. T'sais, alors, c'est un sacré deal. C'est la voiture électrique que je m'achèterais, honnêtement, demain matin parce qu'elle est passionnante plus que n'importe quoi d'autre et elle coûte le prix d'une auto électrique Normal, c'est ça. Très pragmatique. C'est ça. Fait que c'est un tour du chapeau en ce qui me concerne du côté de chez Dodge, en espérant qu'on soit capable de suffire à la demande. Ouais. Puis ça reste fiable. Évidemment qu'avec la version 4 portes qui va arriver, puis avec la multiplication de déclinaisons, les modèles à essence, puis on nous dit qu'on nous en réserve encore plus. Est-ce qu'on va avoir une version L4, une version Red Eye? Ça, c'est sûr qu'on va jouer là-dessus. 100%. Très, très, très hâte de voir ce qui va arriver avec ça, mais... C'est le fun qu'on ait ramené le nom, cette voiture-là sur le marché puis que ça donne un vent de fraîcheur à une marque qui en avait bien besoin. Ça se peut-tu qu'on commence une nouvelle rubrique, la bonne nouvelle Stellantis de la semaine? Oui, exactement. Je veux juste terminer parce que là, on défonce, mais il y a le Fratsonic, par exemple. Alors, ça, c'est un haut-parleur qu'on a mis dans le pare-choc à l'arrière pour te faire croire qu'on avait un V8 sous le capot, là. Et c'est vrai que quand la voiture passe devant toi, t'es piéton sur la rue, la voiture passe devant toi, t'as activé la sonorité en mode sport, ça gronde comme un V8. C'est pas un haut-parleur, c'est un système de résonateur. Ouais, c'est un résonateur, c'est ça. C'est comme un... C'est pour ça qu'il y a plus le...
Oui, mais quand tu démarres la voiture, ça fait très Darth Vader, là. Ouais. C'est tout sauf un V8. Puis honnêtement, au bout d'une minute et demie, j'en avais plein mon casque et je cherchais la fonction pour l'éteindre. Fait que c'est bien beau pour le show, mais en ce qui me concerne, j'ai presque envie de te dire que l'élément raté de cette auto-là, bien que ce soit une idée flyée, c'est plus ou moins réussi comme exercice. OK. Du reste, c'est chapeau. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de 2024, émission spéciale qu'on va faire pour le Guide de l'auto pour cette dernière de 2024. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.